Bonsoir, c'est un bonheur de vous retrouver. Je voudrais vous remercier d'abord d'avoir été aussi nombreux la semaine dernière avec ce magnifique dialogue entre Paul Amar et François-Olivier Gisbert. On a eu plus de 500 internautes et puis on a eu plein de messages magnifiques d'encouragement pour véritablement continuer à conforter ce lien extraordinaire qu'on a réussi à créer depuis 15 ans. Et je voudrais vraiment vous dire toute notre émotion et notre bonheur que vous réagissiez comme ça et que vous soyez auprès de nous, fidèles, loyaux, extraordinaires. Alors ce soir, si vous voulez, c'est quelque chose de très particulier. On a parlé de l'engagement tout au long de cette année et on ne pouvait pas imaginer rendre hommage et remercier un groupe de gens, d'hommes et de femmes qui ont choisi comme métier d'être humain d'être des hommes et des femmes engagés. Engagés à une cause pas simple, être aux côtés d'Israël pour expliquer le narratif d'Israël qui est extrêmement complexe de la meilleure manière qui soit, pour essayer de chercher un peu plus d'intégrité, un peu plus d'équilibre chez les uns et chez les autres, pour essayer de tendre la main, pas seulement aux décideurs, aux journalistes, aux hommes d'affaires, aux artistes, pour faire en sorte que la connaissance des uns et des autres remplace un petit peu tous ces a priori et fasse que la complémentarité, que les partenariats, que le bonheur d'être ensemble, surtout pour la communauté francophone d'Israël, remplace tous ces a priori. Alors, je voudrais donner un grand coup de chapeau au président d'honneur et au fondateur, membre fondateur de l'ENET, Pierre Dassas. Je voudrais souhaiter une immense Mazal Tov et une bonne route à David Benichou, qui est le président nouvellement élu. Et puis, je voudrais parler de quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui n'est pas... Pierre, je crois que c'est toi qui n'es pas en mute. On a un problème de son. Je voudrais donner un grand coup de chapeau à vraiment un frère, quelqu'un d'extraordinaire, qui est un monsieur 100 000 volts, c'est Arieh Ben Semoun, qui est sur tous les fronts, qui n'évite aucune confrontation, aucune difficulté, qui dit toujours oui pour les choses qui ont du sens et qui sont positives et qui amènent plus d'humanité et plus d'espoir aux uns et aux autres. Alors Arieh, je voulais vraiment te dire à quel point on t'apprécie en Israël, et je le dis au nom de mon pays, je le dis au nom des gens que je fréquente tous les jours, des politiciens, tout simplement des gens très simples qui disent « c'est formidable » de compter des amis comme ça qui prennent des risques à nos côtés, c'est tout à fait formidable. Alors c'est l'occasion aussi pour moi de saluer tous nos partenaires, l'Alliance israélite universelle, l'Institut Lévinas, la ville de Natania, l'espace francophone d'Ashdod, nos fondations privées, l'Institut français bien sûr, avec qui on vient de renouveler ce partenariat historique extraordinaire, et puis nos deux mentors académiques, les professeurs Gérard Rabinovitch et les professeurs Denis Charbit, qui font en sorte que tous nos rendez-vous soient d'une qualité exceptionnelle. Alors, je vous parlerai simplement du prochain rendez-vous que nous allons avoir avec son Excellence l'ambassadeur Éric Danon, qui sera véritablement pour une conversation sans filet extrêmement surprenante et pertinente avec notre ami Paul Amar, qui nous fait la joie et le bonheur d'être aux commandes de ces webinars, et ça a véritablement fait une histoire dans notre relation et dans nos rendez-vous. Et puis, Arieh a eu encore une merveilleuse idée de dédier cette session à un homme qui était unique dans son engagement, lui aussi, c'est Claude Goesgen, notre ami Claude Goesgen, notre frère Claude Goesgen. On l'avait reçu, Arieh et moi, l'année dernière, le 20 février dernier, sur la scène du Collège académique, où il avait été président pendant 5 ans, président d'honneur des Amis français du Collège académique de Natania. Et à cette occasion, on avait monté un petit film de quelques minutes pour raconter notre Claude à nous. Et au lieu de redire tout ce qu'on a dit, Arieh et moi, pendant tous ces jours-là, on a fait véritablement une shiva à sa mémoire, et il le mérite bien. Eh bien, nous allons vous montrer quelques images de Claude Goesgen. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous. Je vous remercie 1000 fois, chacun et chacune d'entre vous, d'avoir pris le temps et la décision et la détermination d'être avec nous ce soir, d'être aux côtés d'Elnet, d'être aux côtés d'Arieh. Et c'est pour nous véritablement un partenariat d'un grand hommage qu'on voulait rendre depuis longtemps à cette merveilleuse organisation et surtout à ce travail extraordinaire que vous faites. Alors merci infiniment et bonne soirée à tous. Voici Claude. Ce combat-là est un combat au cœur
de l'évolution de nos systèmes démocratiques. Il prend Israël comme prétexte, mais c'est un combat beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je le mène comme président de France-Israël, mais aussi comme démocrate français et attaché à la démocratie. Mes amis, ici, dans cet arrondissement, sur la place des droits de l'homme, en face du maréchal Foch et de ceux qui se sont battus pour la République et pour la liberté, je dis solennellement, nous nous battrons jusqu'au bout pour libérer Gilad Shalit. Jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. Jusqu'au bout, parce que nos adversaires sont des terroristes. Jusqu'au bout, parce que nous ne laisserons pas un jeune Français franco-israélien détenu depuis 4 ans d'une manière scandaleuse, en otage, dans les geôles du Hamas. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'otages en Israël. Il y a des prisonniers. Les prisonniers ne sont pas des otages. Les otages, ce sont des gens que l'on échange comme une marchandise. Revenons au plus mauvais moment de ce qu'était la traite des hommes et des femmes. Le Hamas n'est pas un parti politique. Le Hamas est une bande de terroristes. Il faudrait savoir, en définitive, ce que cherche la France à l'égard de l'État d'Israël. Est-ce que vous croyez sincèrement que le fait de considérer comme palestinien le monde du Temple va changer l'affectation historique du monde du Temple à la culture juive et à la culture chrétienne, voire à la civilisation internationale? C'est une plaisanterie. Est-ce que vous croyez, Monsieur le Premier ministre, que l'UNESCO va sortir grandi de cette opération de tambouille politicienne faite avec des émirs? Est-ce que vous croyez qu'il est digne pour la France de soutenir une résolution de cet ordre qui dénature complètement le sens de la défense de la culture? Désormais, l'UNESCO, c'est la contre-culture et la France se déshonore. La France en a assez de lécher la babouche des émirs. En réalité, pour terminer, mes chers amis, aujourd'hui, nous manifestons parce que l'Occident est en perdition. Nous avons perdu partout. En Syrie, en Irak, il y a des Russes, il y a des Iraniens, il y a des Turcs, il y a quelques forces spéciales américaines. Où sont-ils les Occidentaux? Où sont-ils les Occidentaux qui font des conférences sur la Palestine et sur Israël? Nous sommes inexistants au Moyen-Orient. Nous n'existons plus. Et quand nous existons, nous soutenons les mauvais. Parce que nous avons soutenu Al-Qaïda à Alep. Disons les choses, le gouvernement français s'est trompé avec les Américains. Nous sommes responsables en grande partie de la situation en Syrie. Et je reviens d'Irak. Il n'y a pas de Français en Irak. Il y a des Français à Daesh. Et on parle dans la région de Mossoul du Français qui est maire de Daesh, qui est maire de Mossoul. Vous vous rendez compte? Le seul Français qui est connu dans cette région, eh bien, il est le maire de Mossoul, Daesh. C'est-à-dire qu'il tient, c'est ça la France. Croyez-moi, j'en ai assez du Quai d'Orsay, j'en ai assez. Et moi, je voulais voir à quel point ça pouvait constituer quand même un danger. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Je fais un rapport avec un de mes collègues sur le Moyen-Orient. Je sens bien, je reviens d'Irak, j'étais au Kurdistan. Je vois bien que quand même la situation est très fragile et que nous pouvons aller, si la moindre erreur est commise, cette étincelle peut se transformer dans un débordement de violence incroyable. Donc c'est important, tout est important en ce moment, en ce qui se passe dans cette région, et je voulais voir. Et j'ai vu. Voilà. 70 ans. C'est un jeune pays. C'est le pays qui nous réconcilie avec la civilisation. C'est le pays, à la fin du XXe siècle, qui nous fait croire que tous les hommes ne sont pas fous, car la création d'Israël, c'est la merveille de la fin du XXe siècle. Vive Israël, vive l'amitié entre la France et Israël. Que nous soyons, comme nous l'étions, des alliés, des frères. Vive Israël. Je suis encore tout ému par le témoignage que nous venons de voir qui rappelle
l'immense personnalité qui était notre ami Claude Goasguen. J'ai eu le privilège de faire partie des rares personnes qui ont pu assister à ses obsèques vendredi en l'église de l'Assomption dans le 16e arrondissement de Paris. Et je dois dire que ça a été un moment extraordinairement fort, avec l'hommage qui lui a été rendu notamment par François Bayrou, par ses enfants, évidemment, par cette belle liturgie qui nous rappelait en permanence le lien indéfectible finalement qu'il y a entre les chrétiens et le peuple juif et l'État d'Israël. Et je voudrais vous remercier à tous, à toi Claude, aux membres du board d'Elnet, à toutes les personnalités qui ont accepté notre invitation à venir s'exprimer aujourd'hui pour parler justement de la relation France-Israël. Et je voudrais rappeler ce qu'est finalement le motto, la profession de foi de l'organisation dans laquelle nous militons, dans laquelle nous travaillons, qui s'appelle Elnet, European Leadership Network. Et cette profession de foi, c'est de rappeler que c'est au nom des valeurs républicaines que nous, Français de tous bords, de toutes obédiences, nous sommes les amis d'Israël. Et je le dis, je le répète, je le fais encore aujourd'hui avec vous, dans l'adversité des premiers jours d'Exodus à la guerre des 6 jours, Israël a pu compter sur le soutien et l'amitié indéfectible de la France et des Français. Et nous avons pour cela une dette de reconnaissance imprescriptible, parce que la reconnaissance, c'est la qualité première du peuple juif, Hakarat Hatov, et on ne peut s'exonérer de cette reconnaissance-là. Alors bien sûr, les malentendus, les incompréhensions, les divergences qui ont pu apparaître ultérieurement, et certainement encore aujourd'hui, n'ont jamais fait oublier l'admiration mutuelle et l'estime réciproque, profonde, réelle, qu'il y a entre la France et Israël. Et ces deux démocraties, parce qu'il faut rappeler que ce sont deux démocraties, c'est tellement rare finalement, sont des alliés et des amis naturels, comme le rappelait le général de Gaulle, Israël, notre ami, notre allié. C'est pourquoi, mes chers amis, l'amitié entre la France et Israël, c'est un défi qui doit être relevé en permanence pour garantir aux générations futures que nous ferons triompher le droit, la solidarité, le respect de tous, la démocratie. Nous voulons ensemble, et c'est plus que jamais d'actualité, gagner la bataille de la paix, de l'innovation, de la création, des nouvelles technologies, du bien-être, du progrès au service de l'humanité. Et je ne peux pas ne pas me souvenir qu'il y a 8 ans, en 2012, c'était quelques jours après la tuerie de Toulouse et de Montauban, l'attentat contre l'école Otsar-Hatorah, nous avions organisé, avec Claude Goasguen, qui était alors président du groupe d'amitié parlementaire, le premier grand congrès des amis d'Israël. D'une certaine manière, nous avons lancé une campagne qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que nous croyons, c'est qu'au-delà des paroles, des déclarations de circonstances, les amis d'Israël sont des personnes qui ne craignent pas de s'engager pour la légitimité, pour la sécurité, la paix, la coopération, contre le fanatisme, contre le terrorisme, contre le boycott. Et nous voyons bien que c'est des situations qui sont éminemment d'actualité. C'était vrai il y a 8 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi nous sommes tellement impliqués dans ce travail de renforcement de l'amitié et de la coopération sous toutes ses formes entre la France et Israël. Et dans ce monde qui est vraiment incertain, qui est vraiment où s'amoncellent énormément de nuages, les valeurs de la République doivent être au cœur de la politique étrangère de la France. Elles doivent être au service de la paix. Et nous pensons que la proximité, le renforcement de cette relation avec Israël est déterminante. Et je voudrais conclure mon propos avant de céder la parole à Paul Amar qui va animer cette très belle soirée au cours de laquelle les amis d'Israël, pas tous, mais un échantillon très représentatif d'entre eux, de très belles personnalités qui œuvrent au quotidien, qui agissent tous les jours pour le renforcement de cette relation, vont pouvoir s'exprimer. Je voudrais terminer mon propos simplement en rappelant cette phrase très forte de José María Aznar, ancien Premier ministre espagnol, qui avait dit avec une grande lucidité et beaucoup de force, « Si Israël tombe, nous tomberons tous. Il est urgent de s'en souvenir parce que cette parole qui fait écho à l'histoire et à la mémoire des hommes est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. » Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que cette chorale où les uns et les autres, vous allez pouvoir vous exprimer pour dire votre regard sur la relation et l'amitié entre la France et Israël sera un grand moment d'échange, de proximité
et bien sûr de l'amitié. Merci beaucoup et je passe la parole à Paul Amar. Bonsoir et merci Claude Desharriers de m'avoir confié cette tâche aussi délicate, modérer une réunion digitale avec un nombre impressionnant de personnalités que vous avez invitées, Claude Desharriers. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible. Mais bon, c'est vrai que ces films-là nous offrent toujours un happy end, donc on va dire que je suis confiant, je vais l'être, d'autant plus que je vois dans cette multitude d'invités que nous allons entendre tout au long de cette séance une réponse intéressante à ceux qui évoquent sans cesse jusqu'à l'obsession le supposé isolement de l'État d'Israël. Je vois aussi dans cette multitude la possibilité de mesurer le fossé énorme entre perception et réalité. Perception souvent négative, véhiculée d'ailleurs par de nombreux médias, et réalité si différente que nos élus, que les diplomates, que les experts que vous allez entendre et qui se rendent en Israël observent, découvrent. Quand ils voient par exemple cette démocratie israélienne aussi vivante que la nôtre, quand ils voient cette justice israélienne aussi indépendante que la nôtre, parfois même plus raide, quand ils voient, pour ne prendre qu'un seul exemple, cette parité homme-femme en Israël jusque dans l'armée. Comment mettre fin à ce décalage entre perception et réalité? Comment faire en sorte que la relation entre la France et Israël, entre l'Europe et Israël, soit un peu plus apaisée, un peu moins tendue? Eh bien, c'est le sens de cette réunion digitale que nous allons ouvrir maintenant, nous rendant déjà à Netanya, à Paris, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Nice et même à Barcelone, où nous retrouverons l'ancien Premier ministre Manuel Valls, mais aussi dans les Hauts-de-Seine, dans de très nombreux coins de France, en Moselle, à Nice, je crois l'avoir dit, mais aussi dans la Loire, avec les élus qui représentent nos concitoyens de ces départements. Et je vais commencer par Israël, avec notre premier invité, Tzvika Hauser, bonjour, bonsoir, shalom. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Nice to meet you and thanks for joining us. We'd like to hear you about the relationship between Israel and France. Is it bad? Is it good? Is it random? First of all, thank you to have a chance to be with you tonight in this conference. Actually, for me, it's a great honor because it's also symbolic. My mother, born in France, in Lille, north of France, and she's passed away, but I'm sure that she was very happy to join us tonight and see that her son is dealing and do things with the French representative. So I had a very warm feeling to French, to the language. Sorry not to not speak French. First of all, maybe one day, I hope. Yes, maybe. You know, I'm familiar. I used to say that I'm familiar with a few words, but not the important ones. But I had a chance to visit a lot in France, and I have a family in France, and I'm sure that as we can go while coming back, I really love this wonderful country. What about the relationship between the two countries? Yes, as you for sure familiar even more than me, that is an ups and downs, but on the base, I believe that we sharing the same values and mutual values that from early, I think, early days of Israel. And, you know, I just thought, and I wrote an article 2 weeks ago. We just celebrate 100 years of Sanremo conference. And as all we know, in Sanremo conference, there also participated the Prime Minister of France at that time.
And I think practically after 100 years in perspective, historical perspective, that in San Remo, decide to establish 3 mandates over the areas of the Ottoman Empire in the Middle East. One was the mandate on Iraq. One was, it was a British mandate. One was a French mandate on Syria and Lebanon. And one was another British mandate on land of Israel, on Palestine that time. So I really believe, and I think all of you will agree, that if we look back on perspective, those 3 mandates, the most successful mandates in the Middle East was the mandate of land of Israel to give to the Jewish people the chance to establish their homeland, their independent state, and this is very successfful. And Zvika, please, back to the 21st century. Yes. I guess you'd like to improve the relationship between the 2 countries, France and Israel, but how? Yes, I think that we have to go on and strengthen the relationship. I think one of the key elements or key condition that we have to take is to try to convince our partners, the parliament's member, French and European, to come and visit Israel. I think that all those discussions about the future of the Middle East, about the defense challenges, about the foreign affairs challenges, that is really important that people also visit the places, visit the area, not only look on the maps or just reading. So I will be more than glad to host our colleagues from the French Parliament and make those discussions not only by theoretically, but really understand, because I really believe that when people come and see the land, see the hills, see the sea, and see the borders, it will give them a much more better perspective about our challenges. So that's very important. Just want to mention that we have a very good relationship with our colleagues or the Congress member, the congressmen in the United States. But if we compare the numbers, I think that around 85% of the American congressmen visit Israel and the region. And unfortunately, I think that on Europe and France is standing around 15. So this gap, we have to close it. And I really be more than happy to help to close it. Thank you. Thank you very much, Zvika. I have to translate in a few words. Je remercie Zvika Hauser. Je dis quelques mots simplement pour nos amis qui ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare. Zvika Hauser rappelle que sa mère est née à Lille, elle est décédée aujourd'hui, dit son attachement à la culture française, à la France, dit sa volonté de réchauffer, pour reprendre son terme, les relations entre Israël et la France, et invite les élus français et européens à se rendre en Israël, comme le font par exemple très souvent les élus américains, mais il sera agréablement surpris de constater que les élus que nous allons interviewer maintenant et que nous allons rencontrer se sont rendus en Israël, se rendent régulièrement et connaissent très bien la réalité israélienne. Thanks a lot, Toda Rabba, Zvika Hauser, pour votre intervention. Je dois dire, c'est pour ça que je parlais de mission impossible, que je vais demander à nos interlocuteurs d'être brefs dans leurs interventions. Sinon, je ne suis pas sûr que Zoom accepte de nous laisser longtemps et de nous héberger longtemps à l'antenne. Cette coopération franco-israélienne, comment concrètement se manifeste-t-elle? Eh bien, on va le voir avec notamment les jumelages entre très nombreuses villes israéliennes et françaises. C'est le cas, par exemple, de Netanya et de Nice, où l'on va retrouver, je l'espère, Philippe Pradal, qui est le premier adjoint au maire de Nice et qui se réjouit de ce jumelage entre Nice et Netanya. Philippe Pradal, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous vois à l'antenne, bonsoir.
Alors, Bonsoir. comment se manifeste ce jumelage entre les deux villes? Eh ben, je crois que les jumelages, c'est comme l'amitié, ça se manifeste par des choses, mais c'est surtout des relations interpersonnelles. Et ce qui fonde le jumelage avant tout, c'est le fait d'avoir des amis de Nice en Israël et des amis d'Israël à Nice. Alors bien sûr, il y a des manifestations culturelles nombreuses, il y a des partages sur les technologies. Si nous avons l'ambition de devenir une safe and smart city, c'est en nous inspirant très largement de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, que ce soit en matière de technologie, mais que ce soit aussi en matière d'approche, notamment éthique, de modération, de déontologie, pour l'usage de tous les outils. Je crois que ça, on y arrive si on se parle de façon équilibrée, si on se dit tout. Et j'ai véritablement le sentiment que le jumelage, c'est avant tout des relations amicales. Et je peux le témoigner, puisque malheureusement, nous avons en partage avec l'État d'Israël et pas spécifiquement Netanyahou, même si nos relations sont extrêmement fortes, la question du terrorisme, je sais, et je peux en témoigner à titre personnel, tout ce que nous avons reçu de nos amis d'Israël lorsque Nice a été victime de cette attaque terroriste, et en matière de force, en matière d'expérience, en matière de témoignage, la relation très forte et l'amitié que nous avons avec Israël a été à ce moment-là, pour l'ensemble de la population niçoise et pour ses élus en particulier, quelque chose de très important et de très utile. Et vous avez le sentiment que la population niçoise que vous évoquez vous suit dans cette volonté de rapprochement? Il y a une véritable volonté. Oui, il y a une véritable volonté, parce que d'abord, il y a une volonté politique sans faille incarnée par Christian Estrosi. Et il y a aussi le fruit de l'histoire. C'est vrai que Nice a toujours eu une relation avec sa communauté juive forte, importante, historique. Il y a eu des grands Niçois de confession juive dont nous sommes extrêmement fiers. Si on veut citer René Cassin, et je fais ce qui me permet de rendre hommage, je crois que ce qui fonde les jumelages, c'est le partage des valeurs. Et je suis très touché par ce qu'a dit Aryeh Ben Simoun sur les valeurs communes que nous partageons, parce que je pense qu'à Nice, on le vit de façon très forte, mais aussi au moment des heures les plus terribles. Le fait d'avoir un évêque de Nice qui a été juste parmi les nations, le fait d'avoir hébergé le réseau Marcel à Nice, de l'avoir développé, tout ceci démontre que la population a un lien particulier avec sa composante de confession juive, et donc un lien particulier avec l'attachement à Israël, qui a certainement été renforcé et vivifié lorsque nous avons accueilli, et ça a été une chance pour notre territoire, en grand nombre des rapatriés d'Afrique du Nord. Merci Philippe Pradal. Comment est vécue cette relation France-Israël et comment est observée cette relation par les parlementaires? Nous en avons invité plusieurs, Aurore Berger, Constance Le Grip, Jean-Michel Miss, Sylvain Maillard, Meyer Habib. Donc je vais pêcher les interventions que je vois. Là, j'ai vu par exemple Meyer Habib qui est apparu à l'antenne. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, Meyer. Vous représentez les Français établis hors de France, et notamment la communauté francophone en Israël. J'ai cru apercevoir l'image tout à l'heure, mais elle a disparu. Aurore Berger, je vous vois, donc je m'adresse à vous. Vous êtes députée LREM des Yvelines, présidente du groupe d'amitié France-Israël, et vous-même, vous dites que c'est plus qu'une amitié, c'est une alliance entre les deux pays. Quand, par exemple, vous soulignez, je vous cite, qu'Israël est notre première ligne de front contre le terrorisme. Donc, cela suppose plus qu'une amitié, cela suppose une entente et une coopération entre les deux pays. Aurore Berger. Bonjour et bonjour à tous. Je suis déjà très heureuse de vous retrouver. Merci également pour l'hommage que vous avez adressé à Claude Goasguen et auquel je pense que nous avons toutes et tous été particulièrement sensibles, notamment les membres évidemment du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, certains aimeraient parfois qu'Israël soit isolé. Et heureusement, en France, Israël compte de nombreux alliés, de nombreux amis et de nombreux partenaires. Et au sein de l'Assemblée nationale, le rôle justement du groupe d'amitié entre la France et Israël, c'est de renforcer ces partenariats stratégiques entre nos deux pays, à la fois entre nos deux parlements évidemment, mais aussi en multipliant, et c'est le rôle très stratégique que joue Elnet, et je tiens à les remercier en particulier Aryeh sur ce sujet-là, en amenant en Israël des parlementaires, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, parce que je crois que le fait de se rendre sur place, de se rendre en Israël, change complètement le regard aussi qui peut exister, qui parfois est un regard déformé qui peut exister sur notre pays. Donc oui, c'est non seulement une amitié, c'est une alliance stratégique, et notamment, en effet, sur la question de la lutte contre le terrorisme. On voit bien qu'Israël est systématiquement en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, et finalement souvent malheureusement pour Israël et pour les Israéliens à l'avant-garde sur ce sujet-là.
Et je crois que c'est aussi un des points qui doit nous rapprocher, à la fois en termes de valeurs. C'est un îlot de démocratie dans une région qui malheureusement manque cruellement de démocratie, et c'est un allié stratégique et un partenaire stratégique pour notre pays. Aurore Bergé, vous avez qualifié Israël de miracle. En quoi est-ce un miracle? C'est les mots aussi qui avaient été employés, je crois, dans la vidéo d'hommage par Claude Goesgen. C'est à la fois un miracle, en effet, du XXe siècle dans la manière avec laquelle Israël a réussi à naître. C'est un miracle par le positionnement géographique qui est celui d'Israël, justement, d'avoir réussi à préserver et à faire naître cette démocratie dans ce territoire. C'est un miracle aussi économique, c'est un miracle agricole. On a beaucoup d'exemples qui proviennent d'Israël, et je crois d'ailleurs que c'est au travers de ces exemples que l'on réussira particulièrement bien à démontrer ce qu'est Israël et en quoi les partenariats peuvent être renforcés. On avait par exemple accueilli en lien avec l'ambassade d'Israël en France une conférence sur la question du handicap et sur les enjeux d'inclusion. Israël est très en avance sur une société inclusive à laquelle la France aspire, et je crois que c'est aussi tous ces points-là qui démontrent ce qu'est la société israélienne, au-delà de celles et ceux qui sont les dirigeants de l'État d'Israël, ce qu'est la société israélienne, la résilience et l'inclusion de la société israélienne, je crois, sont des exemples très importants pour nous. Merci Aurore Bergé. Merci à vous. Vous êtes le député des Français UDI, des Français établis hors de France. À vous observer dans vos interventions à l'Assemblée, dans vos multiples interventions médiatiques, on a le sentiment qu'aujourd'hui, soutenir la cause israélienne, ça relève du parcours du combattant en France. Bonsoir, Paul Amar, bonsoir à tous. Pour répondre à votre question directement, je voudrais d'abord avoir un mot pour Claude Goesgen. Un hommage lui a été rendu, j'ai perdu mon frère. Peut-être qu'Israël a perdu son ami peut-être le plus fidèle, le plus extraordinaire qu'il a en France. Les mots me manquent pour expliquer. C'est quelqu'un qui avait à la fois une connaissance historique, mais à la fois des bases juridiques, une fougue, un talent qui fait que j'aurais rêvé de le voir au Quai d'Orsay, par exemple, Claude Goesgen. Il aurait fait un malheur au ministre des Affaires étrangères et justement changer un peu ce logiciel pour parler directement à votre question. Quels sont les rapports, le parcours du combattant? C'est très compliqué. Il y a à la fois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous voulez que je commence par lequel? Le vide ou le plein, Paul Amar? Par quel... Le vide, et on va finir par le bon. On va finir par le bon. Alors on va démarrer par ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est durant toutes ces années, ce logiciel périmé du Quai d'Orsay qui ne change pas. Le pont d'Arabe a compris, une grande partie des pays européens ont compris, mais le logiciel périmé du Quai d'Orsay de notre diplomatie ne l'a pas compris. Je le regrette énormément. Lorsque je vois que la radio publique, France Inter, diffuse des fake news terribles, vous êtes journaliste, et vous savez à quel point on ne peut pas, on a le droit être partisan pour une cause, on ne peut pas inventer des nouvelles, en l'occurrence qu'Israël aurait détruit des installations médicales palestiniennes pendant pleine crise du coronavirus, par exemple. On ne peut pas en permanence incriminer Israël qui partage nos valeurs. On ne peut pas en permanence avoir une attitude agressive à l'État d'Israël. J'ai eu un entretien très dur avec le ministre des Affaires étrangères en commission des Affaires étrangères il y a quelques semaines. Les députés ont le droit de s'exprimer, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec la politique du Quai d'Orsay, alors que, pour n'être pas totalement négatif, j'ai assisté à l'entretien entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou à la demande du président de la République. C'est un entretien chaleureux, un instrument de fond, long, qui justement me donne beaucoup d'espoir. Et en permanence, on va d'un côté, de l'autre. J'ai la conviction qu'on peut évidemment faire mieux, améliorer ces relations qui sont des relations de toujours. Mais quand je vois un député de la République En Marche, Gwendal Rouillard, qui tweet, qui like, un député En Marche, qui appartient à la majorité, qui like un post où on compare Israël à un État nazi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça, c'était il y a quelques jours, encore une fois. Et donc, je dis encore une fois, où va-t-on exactement? Est-ce qu'on arrive à comprendre que ce pays est la seule
le seul pays, le seul îlot qui défend nos valeurs dans cette partie du monde qui est déchirée par les guerres et que les pays arabes l'ont compris. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et qu'on voit enfin naître un peu des vrais espoirs de paix et que je vois que la France voit passer un train, mais ne le prend pas. Et Claude Goesgen avait tellement d'importance, tellement de force. Parce que quand Meir Habib le dit avec un passé militant sioniste, et je l'assume totalement, et un député totalement attaché à la France, comme évidemment, comme tous les députés que nous sommes, mais attaché aussi à la sécurité. Merci Meir. Constance Le Grip, vous êtes députée Les Républicains des Hauts-de-Seine. J'évoquais tout à l'heure le décalage entre perception et réalité. J'ai l'impression que c'est aussi votre sentiment, que parfois, à vous lire, à vous entendre, vous pensez que la France n'insiste pas assez sur cette identité de vue entre les deux pays. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver. Merci aussi à Elnet, par-delà cette réunion de ce soir, d'avoir rendu cet hommage, ce très bel et très touchant hommage à Claude Goesgen, avec lequel je partageais bien les combats et que je connaissais depuis très longtemps, qui va beaucoup nous manquer. Et j'étais à ses côtés depuis mon entrée au Palais Bourbon il y a quelques années dans sa lutte acharnée pour le droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité, pour la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et nous avons mené beaucoup de ces combats ensemble. Pour essayer de répondre à votre question, plusieurs choses me préoccupent. Il y a certes des identités de vue entre la France et Israël sur beaucoup de sujets, mais en même temps, si je puis dire, il y a des incompréhensions et des malentendus qui me semblent grandir et s'installer. Je suis assez préoccupée, je dois le dire, par le fait qu'une grande majorité d'Israéliens sont en train de considérer, par exemple, que les Juifs de France ne peuvent plus vivre en sécurité en France et que les autorités publiques françaises, au plan général, sans incriminer quiconque, ne font pas tout ce qu'elles devraient faire pour protéger les Juifs de France et pour lutter contre l'antisémitisme en France. Et là, il y a une source pour moi de tristesse et de douleur que cette incompréhension et cette méfiance et ce doute s'installent dans l'opinion publique israélienne s'agissant de la place et de la sécurité des Juifs en France. Il y a, je crois, aussi des malentendus et des incompréhensions s'agissant du rôle et de la place de la France sur la scène internationale, notamment au regard du conflit israélo-palestinien. Et je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que vient de dire le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset, que plus les élus de tous bords, qu'ils soient membres du Parlement français ou élus territoriaux, de collectivités territoriales, se rendent en Israël et ont la possibilité de dialoguer avec leurs homologues, mais aussi avec des représentants de la société civile, des associations, des professionnels divers et variés de toutes origines, plus ils comprennent et ouvrent leurs yeux sur certaines réalités. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous savons qu'il y a devant nous, on ne va pas régler le problème ce soir, certainement pas, mais quelques sujets particulièrement touchy, une actualité compliquée au regard de certaines annonces et volontés affichées par le gouvernement israélien actuel qui vont inévitablement susciter des réactions en Europe, dans certains pays européens, à commencer par la France. Donc il y a, je crois, un grand besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre, c'est évident, et d'être parfaitement conscient dans les deux pays que les incompréhensions, les malentendus, les difficultés à se comprendre sont malheureusement plutôt en train de se creuser. Et encore une fois, tout cela, pas pour dresser un tableau trop sombre, mais doit nous rendre, nous, amis d'Israël, particulièrement vigilants et particulièrement déterminés. Merci en tout cas, Constance Le Grip, pour la sincérité de vos propos. Sylvain Maillard, vous avez évoqué, Constance Le Grip, la lutte contre l'antisémitisme. Sylvain Maillard, vous êtes député LREM de Paris.
Vous êtes le président du groupe d'études parlementaires sur l'antisémitisme et vous avez permis une avancée considérable dans la lutte contre l'antisémitisme. Vous avez fait adopter une loi considérant l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. Oui, d'abord, je voudrais vraiment vous saluer et remercier l'ensemble des organisateurs. Merci, Paul Amar, de nous accueillir et puis remercier Arié Ben-Semoun, qui est un avocat inlassable et qui est à nos côtés dans ces moments qui sont difficiles. Ces moments aussi que je veux dire importants parce que l'ensemble des députés qui ont parlé avant vous et avant moi, pardon, et qui parleront peut-être après, nous avons un lien tous ensemble. On n'est pas des mêmes partis, on n'a pas les mêmes histoires politique, mais on a un lien qui s'est créé et qui s'est créé par notre amour de la relation d'amitié France-Israël et qui a perduré et qui peut-être s'est développé probablement pendant cette bataille qui a été l'adoption dont vous avez parlé de la résolution sur l'antisémitisme juste à la fin de 2019. Ça a été un moment assez fort où tout simplement, nous avons dit, voilà ce qu'est l'antisémitisme au XXIe siècle. Parce que les Français juifs, de confession juive, sont des Français. Moi, je le redis, quand j'entends nos amis israéliens dire aux Français de confession juive, venez, venez, venez chez nous, moi je dis non, les Français juifs sont des Français et doivent rester en France parce que la France, sans les Juifs, ce n'est plus la France. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose que nous portons profondément au fond de nous. Il nous faut construire une relation, probablement une alliance nouvelle, aussi avec Israël. Je prendrai juste un exemple sur ce pays que j'ai découvert moi quand j'avais 20 ans et je suis étudiant, où je suis parti visiter Israël pendant un peu plus de 15 jours et je découvre un pays que je ne connaissais pas et que je trouve magnifique et que j'ai retrouvé grâce à Elnet 20 ans plus tard et grâce à une belle visite il y a 2 ans avec Aurore Berger. Dire une chose qui me semble importante. Il faut que nos relations d'amitié, d'amour que nous avons avec Israël puissent se développer aussi d'un point de vue économique. Nous sommes dans une relation économique qui est trop ancienne. C'est-à-dire quand je vois que la première relation économique que nous avons ensemble est une relation sur les diamants, sur la vente de diamants, je pense que ça fait vraiment partie de ce vers quoi il faut aller. Parce que les preuves d'amour, elles doivent se montrer. Et je crois que le développement économique entre nos 2 pays doit être un ferment de ce qui va être cette relation entre France et Israël. Et donc j'appelle, évidemment, on utilise tous Waze en France, comme c'est une société israélienne très connue, mais on parle toujours de la technologie israélienne, mais en fait, en réalité, en France, à part dans l'armée et les échanges militaires, nous n'utilisons pas assez de technologie israélienne. Même chose dans l'autre sens, la technologie française n'est pas assez utilisée en Israël. Il faut que nous développions nos relations économiques. C'est cet amour que nous réussirons à développer concrètement. Ben voilà, moi, je suis très heureux avec ce groupe d'amitié France-Israël de pouvoir y contribuer parce que je crois que ça nous enrichit tous. Et Meir Habib a dit quelque chose de très juste sur la République. Nous sommes 2 républiques, 2 démocraties. C'est rare maintenant dans nos pays, dans l'ensemble du monde, d'avoir 2 pays en démocratie, en république. Eh bien, profitons-en, développons nos relations France-Israël. Vive l'amitié France-Israël. Merci Sylvain Maillard. Vous appelez de vos voeux un renforcement des relations économiques et technologiques entre les 2 pays, mais c'est déjà tout de même un peu le cas. Et la question s'adresse à Jean-Michel Mis, qui est député de la Loire, qui est membre de la commission des lois. Il y a des accords de coopération, notamment sur le plan technologique et dans le domaine de l'innovation. Jean-Michel Mis. Oui, merci beaucoup, Paul Amar, de votre invitation. Merci beaucoup à Arié d'avoir, et surtout bon anniversaire à Elnet, puisque depuis 13 ans, vous œuvrez à une meilleure compréhension des relations franco-israéliennes. J'étais en Israël, j'ai eu la chance d'y être au mois de novembre, justement, dans le cadre de la Chambre de commerce franco-israélienne, et je crois que beaucoup de choses se font aujourd'hui, mais malheureusement, peut-être ne sommes-nous pas suffisamment incitatif par rapport à la manière de le faire connaître, parce que j'étais pour participer notamment dans le domaine des clean tech au salon, et nous avons beaucoup de points communs sur notamment l'énergie, bien sûr, sur la capacité qu'Israël a pu développer dans le domaine de l'eau, son expertise également sur les zones semi-arides
avec notamment la forêt de Yatir. Et il y a effectivement, pour l'instant, une coopération qui existe, et la France exporte évidemment pour 1,5 milliard d'euros en Israël, mais les importations ont également augmenté à hauteur d'1,3 milliard. Donc, il y a une centaine d'entreprises françaises qui sont implantées aujourd'hui en Israël, environ 6 000 emplois. Donc, il y a vraiment une coopération. Je crois que nous devons la renforcer. Je crois que la politique ne peut pas tout faire. C'est le député qui vous dit ça. Les gouvernements, évidemment, peuvent décider des politiques, mais ce sont les entreprises et ce sont les hommes qui construisent ensuite les ponts et qui permettent à ces orientations que nous pouvons nous appeler de nos voeux, qui font que ces orientations deviennent des échanges, une coopération durable. Et effectivement, je crois beaucoup à l'économie pour développer et asseoir à la fois nos points communs, nos partages et puis ce que nous pouvons collectivement apporter au monde en termes de réhabilitation environnementale et en termes de progrès à la fois social et économique. Merci Jean-Michel Miss. Tout à l'heure, Constance Le Grip évoquait les malentendus qui se creusaient entre la France et Israël. Ce qui vaut pour la France vaut peut-être aussi pour l'Europe. Je ne sais pas si Christophe Arend est là, député de Moselle, président du groupe d'amitié France-Allemagne. Vous êtes avec nous, Christophe Arend? Et Ilana Sicurel? Oui, bonsoir Paul Amar, Christophe Arend de Moselle. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous présidez, je l'ai dit, le groupe d'amitié France-Allemagne et vous vous attachez au fond à renforcer la relation entre la France, l'Allemagne, Israël et au fond entre l'Europe et Israël, parce que parfois cette relation est un peu singulière, je dirais le mot tendu, entre l'Europe et Israël. Oui, effectivement. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de vous revoir ici parce que justement, ce que disait Paul Amar en introduction est prégnant, cette différence entre la perception et la réalité. Et j'ai trouvé ça bizarre qu'on me demande de m'exprimer sur ma perception parce qu'en fait, c'est une dichotomie entre ces deux éléments. Et en fait, pour arriver à quelque chose qui correspond à une vision plus réelle, il a fallu aller sur place. Et c'est pour cela que je remercie l'ensemble de l'équipe Elnet qui m'a permis de me rendre l'année dernière la première et la deuxième fois en Israël. Et effectivement, on y voit que la démocratie y est puissante, que le parlementarisme y est fort. On y voit que la parité homme-femme est très importante. Mais on y voit aussi que dans les différents domaines, les gens ont envie de travailler avec nous. Et comme je me rendais compte sur place qu'il y avait un certain nombre de freins pour qu'Israël puisse travailler avec la France, notamment un problème très concret, les entreprises israéliennes ont du mal à ouvrir un compte bancaire en France. Par contre, en Allemagne, elles y arrivent sans aucun souci. Et étant donc président du groupe d'amitié France-Allemagne et président du nouveau Parlement franco-allemand, j'en ai profité pour utiliser les relations que j'ai en Allemagne, puis celles qu'Elmet m'a permis de créer 2 fois l'année dernière en Israël, pour commencer à travailler sur des projets concrets, d'abord sur mon territoire et de manière plus globale. Et finalement, c'est le moteur franco-allemand aujourd'hui qui est relancé sur un autre domaine par Macron et Merkel, qui doit aujourd'hui être à l'initiative aussi pour que l'Europe parle d'une voix unifiée sur Israël, afin que l'ensemble de l'Europe voit aujourd'hui non plus cette perception que l'on peut avoir quand on n'a pas été sur place, mais voit quelque chose de plus conforme à la réalité. Et que ce multilatéralisme nous permette ensemble d'être plus forts et de défendre, encore une fois, Paul Amar, quelque chose qui a été dit et qui est très important. Israël est une démocratie. Et Arié fait bien d'insister sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, à en croire certaines études, il ne reste plus beaucoup de démocratie dans le monde. Alors, Christophe Arend, merci. Vous insistez sur l'unité souhaitée de l'Europe dans sa relation avec Israël. Ce n'est pas, d'ailleurs, vous suggérez d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le cas. Ilana Sicurel, bonjour. Vous êtes députée européenne. On voit bien qu'il y a 2 blocs au sein de l'Europe. Un bloc plutôt bienveillant, l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie et d'autres pays, plutôt de l'Est d'ailleurs, et un bloc critique, l'Espagne, la France, la Belgique. Est-ce que cette fissure, vous la percevez au Parlement européen?
Ravie de vous retrouver, Paul Amar d'abord, et puis tous les amis d'Elnet, et merci pour cet hommage à Claude Goasguen qui m'a beaucoup touchée, puisque n'étant pas de la même famille politique, nous avions néanmoins une grande complicité, surtout sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Écoutez, moi, j'ai envie de vous répondre. Je suis arrivée au Parlement européen il y a peu de temps par deux choses. La première, c'est qu'on analyse trop souvent la relation de l'Union européenne avec Israël sous l'angle du conflit territorial avec les Palestiniens. Et je voudrais d'abord rappeler qu'il y a une coopération scientifique tout à fait hors du commun, c'est-à-dire qu'Israël a été l'un des premiers pays non européens à avoir une coopération scientifique avec l'Union européenne du fait de son niveau exceptionnel de développement. C'est le seul pays qui est membre de l'accord sur le nucléaire, le seul pays non européen. Et quand je dis que c'est un accord tout à fait exceptionnel, on parle d'un budget de 713 millions d'euros de 2014 à 2019 dans le cadre de cet horizon 2020. C'est des choses très concrètes, c'est des coopérations avec l'Institut Weizmann, avec l'Université hébraïque de Jérusalem, avec l'Université de Tel Aviv, avec l'Institut israélien, le Ternion. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut rappeler. Ensuite, c'est l'un des principaux bénéficiaires d'Erasmus. Erasmus, on le connaît surtout pour les étudiants, mais ça fait aussi se déplacer et échanger les chercheurs. Il y a eu 5 000 Européens qui sont allés en Israël et 6 000 Israéliens qui sont venus en Europe pendant les 5 dernières années. C'est des choses qui sont très importantes, c'est des choses fondamentales. Et moi, je me battrai pour que cette coopération non seulement continue, mais se renforce parce que c'est un énorme succès. J'ai la chance d'être membre de la délégation pour les relations avec Israël et je constate combien elle est considérée de manière unanime comme un grand succès. Donc ça, c'est important. On doit développer le volet culturel et on doit développer le volet pédagogique qui m'est cher, comme vous le savez. Maintenant, je ne veux pas cacher aussi les tensions qu'il peut y avoir et on sent avec ce qui se passe, les incertitudes autour de l'application Trump, dont on ne sait pas très bien ce qui va en sortir pour l'instant. On sent bien que certains agitent les menaces de sanctions, etc. Alors moi, le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, et ce sur pourquoi nous devons nous battre, et je me battrai, et j'ai déjà commencé, c'est qu'il faut qu'il y ait une séparation, presque un cordon sanitaire, entre la question de la coopération scientifique, qui est une coopération avec un pays ami, avec un pays respecté, et qui doit continuer, et d'un autre côté, les éventuels désaccords sur la manière dont les Israéliens vont aborder la question des territoires. Je pense que c'est très important et ça, c'est la vraie bataille. Parce que l'Union européenne ait des désaccords, certes, qu'elle soit à ce moment-là capable de les formuler dans des termes politiques constructifs, parce que est-ce que l'Union européenne a été très utile dans la paix avec les Palestiniens? Je ne crois pas que le bilan soit très brillant. Donc, s'il y a quelque chose à dire, disons-le dans des termes politiques, mais ne touchons pas à la coopération scientifique qui doit continuer, qui est bénéfique pour tous les citoyens européens et israéliens, et je m'en félicite. Merci. Merci, Lana Sécurel. Votre propos fait écho à l'intervention de Meir Habib, qui voulait voir le verre à moitié plein. En tout cas, merci aux députés d'être intervenus, très nombreux. Pardon si je vous ai donné l'impression de vous couper parfois, mais il y a un tel nombre d'invités que je risque d'être impoli avec certains d'entre vous. Mais il faut donner la parole absolument à tout le monde qui sont déjà là, parce que je l'ai vu dans l'écran tout à l'heure, y compris le Manuel Valls qui nous attend de Barcelone. Roger Carucci, je vous vois, bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, vous êtes sénateur LR des Hauts-de-Seine. On a entendu des députés, vous êtes sénateur. Quand on voit les questions à l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il y a des tensions parfois autour de cette question. Il y a comme une obsession chez certains députés par rapport à la Palestine, par rapport à Israël. Est-ce que le climat est aussi tendu au Sénat ou est-ce que, de ce point de vue, il est plus apaisé? Bonjour, bonsoir Paul Amar, bonsoir Harry. D'abord, au Sénat, le climat est plus apaisé de manière générale, pas seulement sur ce sujet. Le Sénat est une maison beaucoup plus éloignée des tensions du moment. Ce qui est vrai, c'est qu'au Sénat, par exemple, le groupe France-Israël, dont je suis le vice-président, est un groupe extrêmement important et qu'il y a une ambiance probablement plus proche des aspirations israéliennes parce que le Sénat est extrêmement attentif à la fois aux droits de l'homme, à la démocratie, aux valeurs de la République, à tout ce qui peut faire en sorte que, notamment, par exemple, la coopération parlementaire existe. Donc, forcément, nous avons moins de tensions très politiques, très partisanes. Au Sénat, on est prêt à discuter, par exemple,
peut-être que le plan américain ne plaît pas à tout le monde, mais à la limite, nous disons, il n'y a pas de plan européen, donc le plan américain, au moins parlons-en. Après, on peut le critiquer, après, on peut dire que tel ou tel élément n'est pas acceptable, mais il faut avancer. Et puis au Sénat, on a plus le sens de l'histoire, probablement. On n'oublie pas que l'Europe a été le continent de la Shoah, que l'Europe a été le continent qui a poussé à la création d'Israël après tout ça, qu'ensuite il y a eu des tensions, des crises pétrolières, qu'aujourd'hui on revient parce que les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, et puis soyons francs, les nouvelles technologies qui font d'Israël, tout petit pays, en fait une grande puissance. Tout ça est très apprécié au Sénat. En plus, probablement au Sénat, on est plus attentif au péril iranien, beaucoup plus attentif à ce qui se passe en Syrie. Et nous voyons très clairement que quelque part, tout à l'heure on a dit, je crois que c'est Aurore Berger qui disait qu'Israël est le rempart contre le terrorisme, mais devant l'inquiétude, pas seulement au Proche-Orient, mais sur tout le continent africain jusqu'au Maroc et sur l'ensemble de l'Europe par rapport aux méthodes ou aux manœuvres de progression de l'Iran, je crois que là-dessus, Israël est aussi en première ligne, est un rempart. Donc, nous avons tous intérêt à une relation franco-israélienne, à une relation entre l'Europe et Israël qui soit plus constructive, plus proche. On peut ne pas être d'accord avec tout. On peut être en désaccord avec certains points du gouvernement israélien, mais l'amitié, l'unité entre la France et l'Israël est une garantie à la fois pour l'Europe et pour la démocratie. En un mot, Roger Karoutchi, à vous entendre, cela veut-il dire que la question palestinienne importante, qu'il faut résoudre évidemment, occulte les autres menaces autrement importantes qui pèsent sur la région et parfois sur le monde? Je crois sincèrement que c'est le cas. On voit bien que, bien entendu, la question israélo-palestinienne, elle est ancienne, elle dure depuis des décennies, donc elle est dans les esprits, pas seulement dans les esprits des politiques, mais aussi dans les esprits des médias. Et puis, quelque part, ce qui se passe avec l'Iran, ce qui s'est passé avec Daesh, ce qui s'est passé avec ces secousses de l'ensemble du Proche-Orient et les conséquences sur l'Occident ont été trop relégués au deuxième plan parce que c'est la facilité intellectuelle et mentale d'en rester à la rivalité ou au problème israélo-palestinien. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs difficultés et que l'une, malheureusement, n'efface pas l'autre et que nous avons tous intérêt à ce que les choses se règlent pour l'ensemble des problèmes, pas seulement pour un seul. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, d'être intervenu dans cette longue conférence digitale. Je vais appeler maintenant Hassan Chalgoumi. Je suis très heureux de l'accueillir dans cette séance-là. Vous êtes le président de la conférence des imams de France et vous avez un comportement plus que courageux. Vous vous êtes vous-même récemment rendu en Israël. Vous êtes allé avec des jeunes musulmans pour découvrir ce pays. Vous avez été reçu par le président Rivlin. Malheureusement, ce voyage vous a valu des menaces de mort. Cher Paul, merci. Et merci aussi encore à mon ami Arié Ben Semoun, Alf Toda. Je pense que la jeunesse européenne en général, surtout les francophones, moi je parle, la France et la Belgique et les Suisses, je trouve que c'est triste que, à part certaines villes où il y a l'extrême gauche qui essaie d'animer, qu'emporter le conflit israélo-palestinien, comme celle de Stein et d'autres villes, l'islamisme, c'est ça, surtout l'islam politique, c'est ça qu'il est en train de diaboliser l'image d'Israël et l'image des Juifs. Quand je trouve qu'autant de haine sur les réseaux sociaux qui me concernent, qui concernent Israël, une des choses qui sont positives, c'est très important, c'est de le ramener. Pourquoi il essaie de l'interdire, de le menacer, de le salir? Parce qu'ils savent que la réalité, dès que cette jeunesse est éclairée, il y a une grande majorité quand même, sont cultivés, universitaires, qui travaillent, que ce sont des chefs d'entreprise. Dès qu'on leur donne la possibilité d'aller en Israël, de voir la réalité sur le terrain, croyez-moi, c'est plus la même image. Il y a un an, j'ai pris presque une quarantaine de jeunes, 35 de France et 5 de Belgique. On est parti à l'aéroport de Roissy, je me rappelle très très bien, tous ils m'ont dit, il n'y a pas de médias, pas de rencontres politiques, on veut juste la société civile. Dès qu'ils sont arrivés, les choses ils changent jour par jour. Jusqu'à ils ont été reçus par le président israélien. Ils étaient tellement étonnés, ils étaient à Knesset. Et aussi, il y en a un témoignage d'une jeune fille de Bruxelles, qu'elle a fait 2 ans de BDS, 2 ans la haine contre cette société. Je trouve que ces 40 jeunes,
à la fin de leur voyage, les échanges entre nous, c'était fort. Ils m'ont dit, monsieur l'imam, on te remercie toi et tous tes amis, il nous a éclairés parce qu'on avait une image sombre par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ça. Et ces 40 jeunes, ce sont des 40 ambassadeurs. Quand ils ont retourné en France et quand ils sont repartis en Belgique, ils sont devenus des vrais ambassadeurs dans leur société, dans leurs universités et dans leurs quartiers. D'après mon expérience, on a reçu les menaces, des insultes. On a reçu même presque une manifestation. Je rends hommage là à mon ami, mon cher Manuel Valls, parce que 2012, il m'a soutenu pour avoir 20 imams qui sont partis en Israël. Au retour, on a trouvé une manifestation. Des fois, je demande, mon cher Paul, la question. On était à Ramallah, nous, les 20 imams. On était reçus par Salam Fayyad 2012. Et tout le monde. On était accueillis comme des héros en Israël par le président Pérez, paix à son âme. Mais la réalité, la veille de notre retour, on a trouvé une manifestation à l'aéroport de Roissy. Les jeunes et les imams m'ont demandé, monsieur l'imam, les Palestiniens sont où? On était chez eux il y a 3 jours. Je pense que l'éducation, grâce à ces voyages, il faut multiplier chaque 3 mois, 4 mois, le maximum de donner cette force à cette jeunesse française et belge d'avoir la réalité, de voir qu'est-ce qui se passe en Israël, la société, la mixité. Et aussi, dernièrement, on a ramené quelques imams israéliens. Quand je le ramenais en France, je propose dans les mosquées ou dans les médias, ce sont des imams israéliens. Il y a la majorité, malheureusement, ils ne veulent pas prononcer le mot Israël. Merci beaucoup, Imam Hassan Chalgoumi, pour ce message de paix qui vous honore, et continuez à vous battre pour cette cohabitation heureuse entre les uns et les autres. Moi, je retiens une image dans la crise contre le virus en Israël où l'on voyait 2 médecins travaillant ensemble en Israël, l'un juif, l'autre musulman, faisant leur prière, l'une juive, l'autre musulmane, au même moment. Merci beaucoup, Hassan Chalgoumi. Nous avons entendu des parlementaires français, européens, nous avons entendu un sénateur, nous venons d'entendre le président de la conférence des imams. Place maintenant, avant les diplomates et avant le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, place maintenant à des experts. Je vois sur mon écran Bruno Tertré. Bonsoir, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Gérard Rabinovitch, l'ami Gérard, bonsoir, philosophe, sociologue, chercheur au CNRS. Emmanuel Navod, que je retrouve avec plaisir, politologue israélien, très curieux de la culture européenne et française notamment. Et Luc de Barochet ou de Brochet, du Point, on vient de me donner ce nom à l'instant. Pardon si je l'écorche, mais vous êtes l'invité de dernière minute. Bruno Tertré, Roger Carucci évoquait tout à l'heure les menaces qui pèsent sur le Moyen-Orient et disait que la question palestinienne occultait tout le reste. Quel est votre avis sur ces menaces, notamment iraniennes, parfois sous-estimées, sous-évaluées en France et en Europe? Bonsoir Paul Amar, très heureux d'être avec vous. Je crois que la relation franco-israélienne, elle est faite de passion et d'intérêt. Elle ressemble d'une certaine manière, d'ailleurs, elle me fait penser parfois à la relation franco-américaine. Les passions, c'est bien sûr une histoire partagée, c'est bien sûr la circulation des hommes, des femmes, des idées, des entreprises. C'est aussi parfois des traumatismes dans la relation, comme la déception de 1967 en particulier. Mais il y a aussi les intérêts. Les intérêts, vous l'avez dit Paul Amar, c'est bien sûr la question iranienne, sur laquelle la France a été et continue d'être très en pointe, et bien sûr le terrorisme, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises. C'est pour ça que je reprendrai volontiers à mon compte les mots d'Aurore Berger qui parlait tout à l'heure d'alliance stratégique entre les deux pays. Il est vrai que parfois la question palestinienne, à laquelle une grande partie de l'opinion française et européenne reste très sensible, occulte parfois les choses. J'espère que ce qui pourrait se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent à ce sujet n'occultera pas justement les défis plus larges et peut-être de plus long terme, en tout cas au moins aussi importants que celle de la question palestinienne. Je voudrais ajouter un mot sur ce qui me paraît être, de mon point de vue d'observateur, d'analyste, une sorte de faux récit qu'on entend souvent à propos de la politique française vis-à-vis d'Israël. Un faux récit qu'on entend à gauche surtout, mais parfois à droite également. Ce récit voudrait qu'il y aurait une politique arabe de la France, une politique qu'on appelle parfois gaulo-mitterrandienne, qui aurait été inspirée par une partie du Quai d'Orsay. Et puis il y aurait une autre politique, la France aurait parfois, on le dit, changé de politique, notamment sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et ce sont en gros les affaires stratégiques qui auraient repris le dessus sur les bureaux Moyen-Orient et monde arabe. Et ce serait une politique anti-israélienne. Je crois que c'est un
récit qui est extrêmement pervers, pernicieux. Et je pense surtout que c'est un récit qui est faux, car le gaulo-mitterrandisme en politique étrangère, à mon avis, c'est un mythe absolu. Je crois d'ailleurs que quand on va voir l'histoire des écrits et des paroles du général de Gaulle sur Israël, ça ne se limite absolument pas à cette fameuse citation de 1967. Et lorsqu'on voit, bien sûr, le bilan de François Mitterrand, notamment lorsqu'on se souvient du magnifique discours qu'il avait fait à la Knesset en 1982, je crois qu'on ne peut pas dire que c'était une époque où la France était et prenait fait et cause pour le monde arabe. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que ça ne soit pas perçu comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'on est soit, entre guillemets, pro-israélien, soit, entre guillemets, pro-pays arabes ou pro-iranien. Ça n'est pas le sujet. La France a vocation à avoir une amitié particulière avec Israël, fondée sur l'histoire et les intérêts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est évidemment anti-arabe. Je voudrais juste terminer pour remercier Elnet pour le travail formidable que fait Elnet, saluer Arié Ben Semoun, Pierre Dassas, Pierre Bénichou pour ce travail, parce que j'ai pu moi-même en bénéficier. Je pense que je continuerai, j'espère, en bénéficier. C'est vraiment une organisation qui nous permet de connaître toutes les facettes de toutes les réalités israéliennes. Et je suis heureux de rendre hommage à Elnet en ce jour. Merci Bruno Tertré. Gérard Rabinovitch, partagez-vous l'analyse de Bruno Tertré ou qualifiez-vous la relation franco-israélienne de mésentente cordiale? Bonsoir Paul. Bonsoir. Et merci aussi beaucoup à Arié et à Claude de leur accueil, et bonsoir à tous. Les frôlements, les esquives, les attirances, les reculades, les malentendus, les bouderies, les embrassades, les étreintes secrètes, les disputes publiques ou inversement, on a l'impression depuis le parterre et au déroulé des époques que la relation franco-israélienne, ça ressemble beaucoup à une danse d'amoureux adolescents au quiproquo d'un théâtre de Georges Feydeau. On aimerait qu'elle devienne définitivement adulte, cette relation. On aimerait d'ailleurs que la France s'aime davantage, qu'elle retrouve Pascal, La Fontaine, les moralistes du XVIIe, Esther de Racine, les essais de Montaigne, qu'elle redécouvre le poids de Montesquieu, de Diderot, de Tocqueville, de Guizot, de Léon Bourgeois. On aimerait que nombre de ces intellectuels étudient les leçons et les avertissements d'Edgar Quinet plutôt que de faire gang autour du jargon empoulé de Fribourg. Et que nombre de ces leaders d'opinion retrouvent l'exigence académique universelle des faits établis dans leur complexité, plutôt qu'ils ne courent derrière le bénéfice réputationnel d'une bien-pensance mainstream sans risque. On aimerait d'ailleurs, pour Israël, quelque chose d'équivalent, hein, qu'au lieu du clivage entre Hadérim et Chilonim, les craignants Dieu et les épicuriens se baptisent des humanités bibliques et juives en socle commun de la nation. Là où, par exemple, le Maharal de Prague et Chaim Bialik ou François Denfagne et Ahad Aram s'épauleraient. Israël, c'est le nom d'un pays reconstitué. Israël, c'est aussi le nom d'un peuple qui a traversé l'histoire et survécu au déchaînement dont il a fait l'objet. Mais c'est encore le nom d'un commencement, celui de la naissance d'un événement civilisationnel aux destinées arborescentes, celui du monothéisme éthique. Et il peut faire socle commun. Il y aurait là la virtualité d'une affinité entre espérance juive et esprit français pour peu qu'elle mobilise les consciences. Les signifiants de cette affinité, ils se disent raison, liberté et éthique. Une raison qui signifie l'exigence du discernement et du sens et qui ne se réduit pas à un calcul. Une liberté qui signifie la libre expression du débat, le libre exercice du débat et du questionnement sur le bien commun et pas la licence du tout est permis. Une éthique qui soit l'axe de l'élévation dans l'esprit de justice et ne se satisfasse pas d'un bon cœur angélique qui se dissimule les dures contraintes du réel. Ça nous manque beaucoup. Et il y a une déontologie clinique. Brièvement, Gérard. Je termine, Paul. Il y a une déontologie clinique qui a 3 noms, pour 3 degrés. Le vital, l'urgent et le nécessaire. Le nécessaire, c'est l'interlocution constante entre les 2 nations, France et Israël, pour traverser les ignorances, les clichés, les stéréotypes. L'urgent, c'est la prise en compte des impératifs géostratégiques communs aux démocraties libérales devant les dangers qui se déploient. Ça a déjà été dit, je crois qu'on n'a pas assez conscience de l'alerte.
il y a des dangers qui se déploient de divers horizons pour les abattre, les démocraties. Elles se doivent un pacte de soutien et Gérard, de mutuel. Oui, Paul. Merci. Bon, d'accord. Merci pour ce cri du cœur très éloquent et bravo. Là, je me tourne vers Emmanuel Navon, politologue israélien. Le reproche est fait à la France ou à l'Europe de s'être éloigné d'Israël. Mais Emmanuel, je dirigeais 24, vous le savez, nous voyons très souvent et je vous écoutais souvent là-bas quand vous officiez. Est-ce que le reproche ne peut pas être fait aussi à Israël de s'être éloigné de la France et de l'Europe? Israël, davantage intéressé par un prisme anglo-saxon aujourd'hui. Vous savez, Paul, d'abord, ça me fait toujours plaisir de vous revoir et ça me rappelle une question que m'a posée récemment un étudiant sur Zoom, évidemment, qui m'a demandé si dans les relations internationales, ce sont plus les intérêts ou les sentiments qui influencent ces relations. Alors, je lui ai répondu en pourcentage. Je lui ai dit les intérêts, c'est 90%, 98% et les sentiments, c'est 2%. Et cela vaut, je pense, également dans les relations entre la France et Israël. Parce que dans une relation entre un grand pays et un pays petit, ou en tout cas à l'époque, c'est les intérêts du grand pays qui déterminent cette relation. Et lorsque la France, par exemple, a voté pour le plan de partage de l'ONU en novembre 1947, eh bien, c'était pour mettre fin au mandat britannique en Palestine, puisque, comme vous le savez, à l'époque, Paris accusait Londres d'avoir encouragé l'indépendance de la Syrie et du Liban et voulait donc rendre la monnaie de sa pièce à la perfide Albion. Et puis, lorsque la France établit une alliance militaire avec Israël à partir de 1955, c'est parce que les deux pays ont un ennemi commun, le président égyptien Nasser, qui soutient à la fois le FLN contre la France et les Fedaïn contre Israël. Et puis, lorsque la France impose un embargo militaire à Israël en 1967, c'est parce que la guerre d'Algérie est terminée, parce que De Gaulle veut restaurer les intérêts français dans le monde arabe et prendre le contre-pied de la politique étrangère américaine. Et lorsque la France, effectivement, convainc ses partenaires de la CE de légitimer l'OLP, eh bien, c'est pour mitiger les effets de l'embargo pétrolier imposé par la Ligue arabe après la guerre des 6 jours. Mais lorsque récemment la France se joint, par exemple, au Forum méditerranéen de gaz naturel, eh bien, c'est parce qu'elle est consciente du potentiel énergétique d'Israël. Mais il y a aussi les 2% des sentiments. Pierre-Marie Koenig, par exemple, avait commandé des soldats juifs palestiniens pendant la bataille de Bir Hakeim et ils les avaient laissé brandir leur drapeau flanqué d'une étoile de David, passant outre d'ailleurs les ordres de l'armée britannique. Et lorsque Koenig deviendra ministre de la Défense en 1954, eh bien, il sera l'un des architectes de l'alliance militaire avec Israël. Et lorsque François Mitterrand se rend en Israël peu après son élection en 80, il le fait aussi du fait de l'estime authentique qu'il a pour le peuple juif. Et donc, je dirais que 70 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la France et Israël, les émotions sont toujours sont atténuées souvent, bien qu'elles ont tendance à se réveiller dans la vieille ville de Jérusalem quand on l'a vu, comme on l'a vu récemment. Mais les intérêts communs, quant à eux, se sont renforcés ces dernières années grâce à la valeur ajoutée d'Israël dans les domaines sécuritaires, technologiques et énergétiques. Et donc, si les relations diplomatiques sont faites comme je le prétends, à 98% d'intérêt, eh bien Israël, je pense, est en bonne posture. Dernier point, on ne peut pas évidemment cacher les désaccords persistants sur lesquels il convient d'avoir un dialogue franc. Et je pense qu'entre amis, la franchise doit être réciproque. Et que là, Israël se doit de dire, je pense, qu'on ne contribue pas à un accord entre Israël et les Palestiniens en alimentant les illusions du passé, telles que le soi-disant droit au retour, ou un retrait israélien aux lignes d'armistice de 1949, ou encore un retour en arrière dans une Jérusalem où la liberté de culte pour tous n'existe que depuis la réunification de la ville en 1967. Et ce dialogue, eh bien, il est important de le maintenir, et je remercie vraiment Elnet d'y contribuer. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Nous avons terminé ce tour du monde digital avec l'intervention de 2 diplomates et d'un ancien Premier ministre. Le premier diplomate, Daniel Saada, ministre plénipotentiaire près l'ambassade d'Israël en France. Donc, vous vivez à Paris, vous représentez l'État d'Israël à Paris. Et je voudrais connaître votre sentiment sur le regard, et vous connaissez très bien la France, évidemment, la culture française, la société politique et civile, le regard que porte la France sur votre pays. Comment vous-même le recevez-vous, comment le percevez-vous? D'abord, avant tout, je voudrais vous remercier, Paul, et remercier Elnet pour cette initiative. Je voudrais également m'associer à l'hommage qui a été rendu à ce grand Français, Claude Goasguen, un ami très cher, personnel aussi,
qui va nous manquer énormément. Et je voudrais d'ailleurs dire ce soir que c'était un grand Français qui avait l'habitude de dire qu'il avait un seul regret, celui de ne pas être juif. Alors à l'ambassade, nous avons décidé de marquer le 30e jour, comme dans la tradition juive. Au 30e jour de son deuil, nous marquerons une cérémonie du souvenir particulière que nous mènerons à l'ambassade d'Israël, mais nous aurons l'occasion de reparler. La perception de la France et de la relation entre nos deux pays, j'ai entendu beaucoup de témoignages très pertinents sur cette relation dans laquelle il y a très souvent un décalage entre la perception et la réalité. Alors, je voudrais rassurer beaucoup de nos interlocuteurs et de nos spectateurs pour dire que très souvent, ce décalage n'est pas justifié parce que, je viens d'entendre Emmanuel Navon le dire très judicieusement, il y a énormément d'intérêts qui forment le socle de la relation entre nos deux pays. D'abord, les valeurs que nous partageons et qui sont des valeurs importantes, elles ont été évoquées à plusieurs reprises, mais également des intérêts qui sont liés à la valeur ajoutée qui a été évoquée tout à l'heure par rapport à ce que le président de la République avait dit lorsqu'il était venu en 2015, alors ministre de l'économie et des finances en Israël, lorsqu'il avait parlé de cette Startup Nation qu'il avait découvert et dont il voulait faire un modèle pour la France. Les éléments énergétiques également sont présents. Il y a un dialogue permanent entre nos deux pays, y compris en période de crise. Récemment, encore pendant cette crise du Covid-19, un dialogue permanent a été établi pour permettre à cette résilience un peu particulière que nous avons montrée en Israël de pouvoir servir d'exemple et de modèle également pour nos amis français. Mais je ne cache pas qu'il y a également énormément de désaccords sur le plan multilatéral. L'amitié entre nos deux pays est une valeur sûre, est une valeur établie, mais c'est une valeur qui, je crois, impose également des devoirs et nous aimerions, nous apprécierions beaucoup plus un dialogue franc et direct entre nos dirigeants plutôt que d'entendre ces bruits venant de New York ou de Bruxelles. Nous attendons avec impatience ce dialogue entre le ministre des Affaires étrangères français et son homologue israélien, puisque déjà depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, nous avons enfin un gouvernement, il y a des partenaires, et nous espérons pouvoir, grâce à ce dialogue, surmonter ces désaccords. Et je retiendrai pour terminer cette expression qui a été employée par Ilana Securel, qui parlait d'un cordon sanitaire pour permettre de préserver des intérêts qui forment le socle de la relation entre nos deux pays. Ne laissons pas les divergences influer et perturber cette relation ancienne qui remonte à il y a très longtemps, puisque la relation France-Israël, et je terminerai là-dessus, a commencé sur une injustice de l'histoire, puisque vous le savez, avant la déclaration Balfour, le 4 juin 1917, 6 mois avant la déclaration Balfour, c'était un diplomate français, le secrétaire général du Quai d'Orsay, Jules Cambon, qui avait exprimé le soutien de la France à l'entreprise sioniste et à l'établissement d'un foyer juif en Palestine, ce qui est la preuve que le Quai d'Orsay n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Saada, pour votre intervention. Et je me tourne vers Éric Danon, qui est depuis peu ambassadeur de la France en Israël. Bonsoir, Éric Danon. Merci d'être avec nous. Un grand défi vous attend. Retrouver, comme le suggère Daniel, comme le propose Daniel Saada, retrouver l'excellence des relations franco-israéliennes. Éric Danon. Oui, bonsoir. Et à mon tour de remercier bien sûr les organisateurs et Elnet qui fait un travail formidable. Moi, j'adhère pour ma part à l'essentiel de ce qui a été dit jusqu'à présent et qui est très, très important. Un mot d'abord sur la complexité de la relation franco-israélienne. Il faut bien dire que c'est une relation historique qui remonte à bien avant la création d'Israël, parce qu'elle porte en elle-même toute l'histoire des Juifs de France, de leur rapport considérable à la société française et des souffrances endurées. Et puis, c'est une relation d'une incroyable solidité, parce que, on l'a dit, elle est basée sur des valeurs communes, respect de la personne, démocratie, état de droit, etc. Et puis enfin, c'est une relation tumultueuse, on l'a dit aussi, qui est faite de coopération, d'aventures communes, mais aussi de brouilles, d'incompréhension mutuelle et parfois de désillusions. Bref, la relation franco-israélienne, comme l'a dit Bruno Tertrais, est une relation passionnelle et il faut l'assumer comme telle.
Alors, à l'intérieur de ce qui fait cette alliance profonde, parce que c'est bien une alliance entre les deux pays, vous avez 3 lignes de tension permanence. La première ligne de tension est liée autrefois à la politique française vis-à-vis du monde arabe et maintenant à la représentation que l'on se fait de cette politique française vis-à-vis du monde arabe et du conflit israélo-palestinien. La deuxième ligne de tension, elle est liée à la question de la sécurité d'Israël, qui est une question existentielle. Parce que malgré la réaffirmation après De Gaulle en 1967 de l'attachement de la France au droit d'Israël à sa sécurité, la suspicion demeure. On l'a vu ces dernières années avec la position de la France sur l'Iran et le JCPOA, ou encore récemment avec le refus de la France de reconnaître globalement le Hezbollah comme une organisation terroriste, comme l'ont fait les Allemands. Et puis vous avez une troisième ligne de tension dont on a parlé, qui relève là d'une question plus identitaire. Ça va aujourd'hui du problème de l'antisémitisme en France au qualificatif d'apartheid prononcé par certains. Et donc, si vous regardez les difficultés franco-israéliennes, elles se rattachent toutes, sans exception, à ces 3 lignes de tension, avec des hauts et des bas, évidemment. Et donc, elles créent une situation en miroir. J'ai l'habitude de dire que l'histoire des peuples a fait qu'aujourd'hui, la France est un pays sûr de son existence, mais angoissé par la pérennité de son identité, alors qu'Israël est un pays sûr de son identité, angoissé par la pérennité de son existence. Le drame vient de ce que, pour les Juifs de France qui font leur alia ou l'aller-retour tout le temps, cette communauté formidable que moi je rencontre maintenant tous les jours, en fait, c'est la double angoisse et parfois donc la double peine. Quand ils sont en France, ils sont angoissés par la montée insupportable des actes antisémites. Et quand ils sont en Israël, ils sont angoissés par les attaques possibles venues du Liban, de Gaza, de Syrie, d'Iran ou d'ailleurs. Donc la question, c'est évidemment comment réduire ces tensions et comment faire évoluer la relation. Alors disons d'abord que la relation, elle va évoluer pour des raisons contextuelles et pour des raisons de volonté politique. Alors, les raisons contextuelles, c'est, on pourrait dire, presque les raisons exogènes. C'est celles liées à l'évolution du Moyen-Orient, où Israël s'affirme chaque jour comme la puissance géopolitique montante. Ensuite, ce sont celles liées au changement, après l'annonce du plan Trump, du paradigme du conflit israélo-palestinien, alors lequel ne se trouve plus, on le sait, en haut de l'agenda politique international, mais continue quand même de peser, d'être une pierre d'achoppement. Et puis enfin, la troisième raison, c'est la difficulté, voire l'incapacité de l'Europe à affirmer une position unie face au bouleversement en cours, ce qui permet quelque part à la France de renforcer sa crédibilité pour parler à l'ensemble des acteurs de la zone et les amener à parler entre eux. Juste un instant maintenant. Sur la volonté politique, c'est peut-être le plus important. Elle s'exprime par des actes symboliques, par des actions concrètes et plus globalement par un possible changement de la position française. Les actes symboliques, ils sont nombreux et importants au plus haut niveau de l'État. Je rappelle le discours du président de la République au CRIF sur la définition de l'antisémitisme. Je rappelle évidemment les images du président au Kotel, etc. J'en aurai beaucoup et peut-être certains même rajoutent la rupture symbolique qui est introduite par ma propre nomination comme ambassadeur. Ensuite, les actions concrètes. Elles ont commencé, elles ne se sont pas vues à cause de la crise du Covid, mais vous avez aujourd'hui l'organisation d'un nouveau dialogue stratégique au plus haut niveau. Vous avez un renforcement sans précédent de la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez des échanges quasi quotidiens aujourd'hui au niveau du renseignement. Et puis, c'est tout ce qui relève de la coopération culturelle, scientifique, éducative et universitaire. Je passe sur nos nouvelles ambitions là-dedans. Reste enfin, le plus important peut-être, le changement du discours et de la position française. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que beaucoup considèrent que la position française, on l'a entendu là, notamment vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, elle doit évoluer pour tenir compte des nouvelles réalités, aussi bien. Alors, l'évolution, elle doit porter sur des questions basiques, comme la question de Jérusalem, ou bien la souveraineté effective de l'autorité palestinienne. Mais l'idée qu'on retrouve partout maintenant, cette pression-là, elle s'exerce pour bien prendre en compte les forces profondes et réelles qui font l'histoire et peut-être mieux s'inscrire dans le mouvement de celle-ci. Mais je rappelle que, bien entendu, il appartient au président de la République seul
de modifier la position de Paris s'il l'estime nécessaire au regard des intérêts de la France. De toute façon, on va rentrer dans une période compliquée. Si la procédure d'annexion annoncée par le gouvernement israélien est effectivement mise en œuvre au 1er juillet. Mais on va le faire dans l'esprit des courriers adressés par le président de la République au président Rivlin et au Premier ministre Netanyahou, avec qui il entretient de très bonnes relations d'amitié. D'abord pour éviter toute nouvelle tension à travers le dialogue et la négociation, et au plan bilatéral, en multipliant les échanges qui permettent de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la position de l'autre, en respectant celle-ci et en proposant des solutions parfois innovantes, ce à quoi personnellement je m'emploie tous les jours à la modeste place qui est la mienne naturellement. Merci de m'avoir laissé autant de temps. Merci Éric Danon. D'habitude, les diplomates ont un devoir de réserve qui produit et génère ce qu'on appelle la langue de bois. Ça n'est pas votre cas, ça n'était pas d'ailleurs le cas de Daniel Saada. Je vous remercie pour la force de votre propos à l'instant qui préfigure l'entretien que l'on aura la semaine prochaine, organisé par le campus francophone de Netanya et par sa présidente Claude Braiman. J'ai hâte de mener cet entretien avec vous pour observer avec vous cette évolution de la France à l'égard d'Israël et du Proche-Orient que vous êtes en train d'annoncer. Merci beaucoup, Éric Danon, pour cette information. Et là, je me tourne en le remerciant très chaleureusement pour sa patience vers Manuel Valls, qui est confiné à Barcelone. Bonsoir, Manuel Valls. C'est vous qui allez terminer ce tour du monde digital à propos de la question de la relation franco-israélienne. Manuel Valls, ancien Premier ministre, je me souviens de votre voyage comme Premier ministre en exercice en Israël. Je dirigeais alors I24 et nous avions eu un entretien d'1 heure dans Paris-Jaffa sur l'antenne d'I24. Et je notais avec vous la singularité de votre visite. Quand un Premier ministre français se rend, par exemple, en Turquie, en Russie ou en Chine, ça ne pose pas de problème, même si les deux systèmes politiques sont radicalement différents. Quand il se rend en Israël, ou quand un président de la République française se rend en Israël, aussitôt passion, polémique, singularité. Est-ce qu'on est, comme dirait Emmanuel Lavon, dans le 2% de sentiments, mais qui prennent une importance considérable à ce moment-là? Oui, bien sûr. Très heureux de vous saluer, évidemment, Paul Amar, saluer et remercier les amis d'Elnet et tous ceux qui ont participé à ces débats et avoir aussi une pensée, bien évidemment, pour Claude Goasguen. Oui, parce que c'est une passion, cette relation entre la France et Israël. Pour toutes les raisons qui ont été rappelées, je n'ai pas besoin de rajouter une nouvelle analyse sur ce sujet-là. Il y a un lien, il y a une amitié, il y a une histoire, il y a une coopération, il y a des malentendus, il y a des désaccords et tout cela fonde évidemment une relation passionnée qui fait que quand il y a des relations politiques, des visites politiques, elles sont évidemment marquées par ces tensions. Mais enfin, je pense qu'il faut tourner des pages. Et ce que vient de dire, comme d'autres, mais ce que vient de dire avec beaucoup de force, parce qu'il est notre ambassadeur là-bas, Éric Danon, montre les changements possibles, profonds des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Parce que nous sommes une alliance entre deux pays qui partagent peut-être, et c'est unique, une vision universelle du monde, à travers aussi, bien sûr, le judaïsme. Et ce judaïsme fait partie de l'âme française. Parce qu'il y a des intérêts stratégiques qui ont été rappelés, économiques, culturels, militaires, contre le terrorisme, des intérêts stratégiques entre deux grandes démocraties qui doivent avoir une autre vision du monde, ce monde qui a extraordinairement changé, notamment au Proche et au Moyen-Orient, avec une évolution aussi des pays arabes et notamment du monde sunnite, parce que les États-Unis ne jouent plus du tout le même rôle qu'il y a quelques années. Je pense que des changements sont possibles. Et ce changement, parce que c'est ainsi, passe d'abord par la question diplomatique et par le fait qu'il faut changer, renverser la table, si vous me permettez cette expression un peu facile, quant aux positions de la France sur ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, il faut changer les mots. Nous ne sommes plus en 1967 et même Oslo est très loin désormais. Et donc, il faut changer de discours. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas regarder le passé. Je le disais il y a peu longtemps,
le fameux discours, une solution de paix qui garantisse la sécurité d'Israël, bien évidemment, un État palestinien viable sur la base des frontières de 1967 et avec Jérusalem comme capitale des deux États. Tout ceci permet de tenir des mois et des années, mais sans que les choses bougent. Il n'y a pas que du faux là-dedans. Mais enfin, ce n'est pas ça qui fait évoluer les choses. Il faut tenir compte des rapports de force sur le terrain, des évolutions du monde arabe et du plan Trump aussi, non pas pour l'accepter dans sa totalité, mais parce que c'est un élément nouveau et parce que c'est un point de départ pour une discussion. Donc ça nous oblige, et ça va obliger la France, par son rôle, notamment en Europe, à prendre la tête d'une offensive politique, diplomatique, de confiance en Israël, avec Israël, et donc confiance avec Israël, ça veut dire aussi exprimer bien évidemment des accords, avertir, mais en étant sur une position que je crois qu'il doit être totalement nouvelle et qu'il faut en grande partie inventer, et dont l'un des éléments passe, me semble-t-il, par la reconnaissance claire et nette de Jérusalem comme capitale d'Israël. Est-ce que, Alain, votre propos là aussi est très fort, est-ce que la France veut, vous suivrez dans cette position-là sur Jérusalem, capitale d'Israël? Je ne sais pas, c'est plus facile, non pas de Barcelone, mais quand on n'est plus… pas facile, parce qu'en Espagne, vous voyez, le rapport au monde juif et le rapport à Israël est particulièrement complexe, notamment à gauche, avec cet antisémitisme qui a gagné d'ailleurs une partie de la gauche et qui est tout simplement synonyme de la haine d'Israël et de l'antisionisme, qui est la nouvelle forme d'expression de l'antisémitisme. Mais si on regarde vraiment les intérêts stratégiques, si on regarde les changements profonds du monde, si on regarde y compris nos échecs, dont parlait Claude Goasguen dans cette vidéo qui est passée au début de ce rendez-vous au Proche et au Moyen-Orient, ça nous oblige à les changements. Alors, la France a une singularité, c'est sa capacité à parler avec les uns et les autres. Elle a un rôle très difficile, bien évidemment, au Liban, ce qui veut dire qu'on n'a pas les mêmes positions que l'Allemagne sur la question du Hezbollah. Nous avons participé avec un rôle important, et le rôle important notamment de Laurent Fabius sur le nucléaire iranien. Donc nous avons cette capacité à parler à tout le monde. Et parler avec tout le monde, ça ne veut pas dire chercher à chaque fois une position médiane. Et si nous considérons qu'il y a des intérêts stratégiques avec Israël, et que ces intérêts stratégiques qui sont encore économiques, industriels, culturels, mais d'abord géopolitiques, ça nous oblige à un changement et à tenir compte des rapports de force, à ce qui se passe sur le terrain depuis des années, et à parler haut et fort et à être considérés comme des amis, des alliés stratégiques d'Israël. Moi, je ne me résous pas à l'idée que la France et l'Europe sont absentes de cette région du monde. Mais il faut le faire autrement, plus par les grandes conférences comme nous avons connues, qui ont servi bien évidemment dans les années 80-90. La dernière, j'étais Premier ministre à l'initiative de Laurent Fabius, mais on voyait bien que c'était la fin d'une forme de méthode d'agir dans cette région. Donc, si nous voulons être crédibles, il faut mettre un pied dans le débat. Et mettre le pied dans le débat, ça passe, ce n'est pas un préalable, mais par cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, à abandonner une forme de langue de bois diplomatique qui est usée et dépassée et qui est une langue morte, et à avancer pour favoriser évidemment aussi le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, et appeler les Palestiniens qui sont dans une situation très difficile à saisir, y compris le plan de Trump, comme un élément du débat, de la discussion et des objectifs qu'il faut ensemble s'assigner. En un mot, Manuel Valls, deux peuples, deux États, c'est encore possible? Je le crois et je pense que c'est la voie qu'il faut suivre. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, l'intérêt d'Israël avec toujours une idée, c'est que l'humiliation se paye à un moment ou l'autre. Et l'humiliation des Palestiniens dans une forme ou d'une autre, qui savent que de toute façon, c'est avec Israël qu'il faut discuter. Ils le savent. Ils l'ont payé depuis des années. Ils n'ont pas été soutenus par les pays arabes. Le modèle, c'est le modèle israélien d'un point de vue économique, culturel, démocratique, bien évidemment. Donc, il faut inciter à ce débat, à ce dialogue, mais encore une fois, sur des bases qui seront forcément totalement nouvelles et qui ne peuvent plus être celles d'Oslo. Oslo fait partie du patrimoine. C'est pour ça qu'il y a une autorité palestinienne, c'est pour ça qu'il y a Ramallah, etc. Mais il faut passer évidemment à une autre étape. Et cette autre étape, je pense que la France doit aider
à la dessiner. Et écoutez bien ce que vous a dit il y a un instant, entre les lignes et assez explicitement, Éric Danon. Manuel Valls, votre ADN, c'est la politique, le mien, c'est le journalisme. Alors, vous me permettrez une question personnelle, je n'ai pas dit intime, mais personnelle. Il y a des rumeurs persistantes ici, à Paris, où je suis, qui évoquent votre retour politique possible en France. J'ai même lu que le ministère des Affaires étrangères vous serait destiné. Alors, retour possible ou pas? Politique. Quand ce genre de rumeurs circule, c'est qu'on n'a vraiment pas envie que ça arrive. Vous avez suffisamment d'expérience, et moi aussi, pour le savoir. Je n'en sais rien, très honnêtement. Je n'en sais rien. Et puis, on est dans un moment tellement particulier, ce qu'on ressent tous sur le plan individuel et collectif, que je m'invite moi-même à la prudence sur tout cela. Mais que j'ai envie de jouer un rôle, que j'ai envie de participer à des forums, à des débats, de m'exprimer, oui, d'une manière ou d'une autre. Et parce que je pense qu'on est dans un moment passionnant. On vient d'en parler pour ce qui concerne Israël. On pourrait en parler sur l'Europe, après l'initiative franco-allemande qui est en train de changer sur le plan budgétaire, sur le plan économique, beaucoup de choses. Et parce que je pense qu'il faut lutter, pardonnez-moi de ce mot, contre cette tentation si française, elle a été exprimée tout à l'heure comme une critique à juste titre, qui est celle du déclinisme, qui est celle de l'abandon, qui est celle de la tristesse permanente. La France ne compte plus, la France a renoncé, la France n'est plus rien par rapport à la Chine, par rapport à l'Allemagne. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et sur le plan économique, sur la vision de l'Europe, sur la vision du monde et du Proche-Orient, nous avons encore beaucoup de choses à dire. J'ai envie d'une manière ou d'une autre de participer à ce débat, riche aussi de mon expérience et surtout de mon identité multiple. Comme Claude Goasguen, je pourrais dire que je regrette de ne pas être juif, tout simplement parce que je suis à la recherche de mes identités, de mes multiples identités qui sont une richesse, et c'est la force des sociétés françaises et israéliennes, il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, Manuel Valls, d'être intervenu depuis Barcelone. Voilà, ce tour du monde digital est terminé. J'étais ravi de l'animer. Je vais laisser à Pierre Dassas, président d'honneur d'Elnet, et Jean-David Bénichou, président d'Elnet France, le soin de conclure. Je vous dis bonsoir et rendez-vous la semaine prochaine, 18h heure française, 19h heure israélienne, pour un entretien d'1 heure avec l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui aujourd'hui ont participé à cette rencontre. Vous êtes tous des personnalités éminentes et Elnet est honorée de votre présence, de votre amitié, de votre engagement. L'angle donc qui est le mien pour commenter cette relation franco-israélienne, en fait, ça va être une sorte d'hommage très particulier à Claude Goasguen, dont une dimension n'a pas été évoquée, mais qui a été l'objet de quelques conversations que nous avons eues. Claude est dans cette assemblée très connu pour la défense systématique et permanente qu'il a pris d'Israël. On a moins parlé de son rôle de défenseur extrêmement actif des chrétiens d'Orient. Et il a fait un travail extraordinaire dans ce domaine, à un moment où, le moins qu'on puisse dire, ni les Européens ni les chrétiens ne se sont réellement mobilisés pour défendre des populations qui ont été massacrées ces dernières années. Et en défendant à la fois Israël et les chrétiens d'Orient, en fait, Claude a été un très grand défenseur, un très grand acteur de la défense de la civilisation judéo-chrétienne. Et je pense que cette civilisation, c'est celle qui est fondatrice à la fois de l'Europe et à la fois d'Israël, et c'est ce qu'il y a en commun. Elle fonde notre identité. Alors j'en reviens tout à l'heure à ce que disait Éric sur la petite différence de sensation qui existe entre les Européens, la France et Israël, en ce sens que le problème d'identité est un problème crucial en France, il ne l'est pas en Israël, alors que le problème de sécurité est un problème crucial en Israël, il l'est moins en France. Une chose est sûre, en ce qui concerne la sécurité, les Français ont toujours eu un peu la sensation qu'Israël exagérait, parce qu'eux-mêmes n'ont pas cette sensation de sécurité en permanence à l'esprit. Ils oublient deux choses, c'est que les fondateurs d'Israël sont les enfants de la Shoah, et que l'environnement d'Israël annonce tous les matins sa volonté de détruire Israël. Et donc, fondamentalement, ça change la nature. Le paradoxe, c'est que il y a aujourd'hui en Europe des discussions sur l'avenir de l'Europe qui sont, à mon avis, aussi fondées sur ça. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la position d'un certain nombre de pays de l'Est pendant que la jeunesse française dansait en 68 sur les barricades, les chars russes étaient à Prague. Il y a une similitude sur la sensibilité aux problèmes de sécurité qu'ont certains pays de l'Est et leur proximité extraordinaire d'ailleurs dans les relations diplomatiques qu'ils ont avec Israël.
Le paradoxe, c'est qu'en France, où la sécurité semble moins importante, il y a en réalité une institution avec laquelle Elnet travaille, puisque c'est le fondement de sa mission, qui est l'armée française, et où là, on retrouve des personnalités engagées et dont la rectitude et les valeurs sont des illustrations de cette civilisation judéo-chrétienne dont je parlais, et qui font que la relation qu'Elnet entretient dans les contacts entre les Français et les Israéliens dans le domaine militaire, dans le domaine de la défense, est extraordinaire. Ensuite, bon, on verra bien comment ça évolue dans le qui viennent, parce que la situation, elle n'est pas simplement, évidemment, celle de la relation franco-israélienne. Les conséquences du Covid sur un plan économique, elles sont colossales, elles sont gigantesques. Ce que je voudrais dire de 2-3 mots importants sur l'organisation. Ceux qui pensent qu'Elnet a été fondée par des personnes qui voulaient défendre exclusivement Israël se trompent. Elnet a été fondée par des patriotes et nous nous battons tous les jours pour que les Israéliens n'abandonnent pas la France et n'abandonnent pas l'Europe. Et c'est un combat difficile parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas forcément servi par la diplomatie française. Bon, un mot, ça a été dit. Moi, je considère qu'en fait, Israël est la ligne de front du combat, pas simplement contre le terrorisme, mais du combat contre la civilisation et cette guerre terrible qui existe entre la civilisation et la haine. Donc, on a du boulot, on a beaucoup de travail devant nous. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été là et que Dieu bénisse Israël et la France. Merci à vous. Merci Pierre Dassaz. Jean-David Bénichou. Bonsoir Paul, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Nous avons été évidemment extrêmement honorés de votre présence. Claude, le travail que tu fais avec le NAC est absolument merveilleux et nous sommes évidemment très fiers de notre collaboration. Donc vous l'avez vu, on a eu beaucoup de témoignages. Cette relation entre Israël et la France est une relation qui est fondamentale pour plein de raisons, historiques, politiques, géographiques. On pourrait la résumer d'une manière relativement simple, c'est que la France et Israël sont deux pays qui ont une capacité rare dans le monde moderne, qui ont la capacité à penser le monde. Et lorsqu'on voit les défis qui sont les nôtres, en particulier dans cette zone incroyable, si vous tracez un cercle qui passe à la fois par Tel Aviv et par Paris, on recouvre une part essentielle de l'humanité, on recouvre la zone qui est la plus développée, qui est la plus riche, qui est également la plus âgée, qui connaît les problèmes politiques les plus difficiles, les questionnements sociétaux les plus importants, et tout à fait probablement les solutions viendront de la coopération entre la France et Israël, que ce soit une collaboration scientifique, politique, économique, mais également militaire. Et c'est pour ça que nous militons chez Elnet. Nous militons parce que nous sommes convaincus qu'il y a la place pour une diplomatie d'initiative publique, ce que nous faisons puisque nous sommes une organisation qui n'est pas affiliée à un État, qu'il soit français ou israélien. Nous réunissons autour de nous des gens de bonne volonté. Je tiens à saluer mes collègues et mes amis du board de Elnet, évidemment Pierre Dassaz qui a fait un travail absolument remarquable depuis la fondation de Elnet en France. Et vous pouvez voir, après 13 ans d'activité, le résultat de tout ce que nous avons fait, les nombreuses délégations bilatérales qui ont pour but de faire disparaître la défiance réciproque pour installer la confiance mutuelle, de séparer le signal du bruit, de trier entre l'info et l'intox, puisque malheureusement on vit à une époque d'endoctrinement algorithmique où, comme le disait l'imam Chaloumi, les réseaux sociaux polluent le débat. Et c'est le travail d'Elnet, c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés, c'est la raison pour laquelle nous allons continuer de nous mobiliser, comme le disait Eric Danon, et je terminerai par là. On va rentrer dans une zone difficile, il y a des décisions politiques importantes devant nous. Manuel Valls rappelait à très juste titre qu'il était temps également de s'interroger sur les éléments de vocabulaire que l'on utilise, et Elnet est pleinement mobilisé pour accompagner les dirigeants, les politiques qui sont les élus de la nation, dont les décisions font l'histoire, feront les succès, feront les échecs. Et évidemment, nous sommes là pour créer le contexte de dialogue, l'accompagner et faire en sorte qu'il soit fécond. Merci beaucoup, Jean-David Bénichou. À vous, Claude et Arié, il doit vous rester quelques secondes pour conclure. Bonsoir. Écoutez, je ne sais pas comment vous exprimer mon immense reconnaissance parce qu'avoir des amis d'une qualité, d'un engagement comme ça, on se sent évidemment très bien en Israël grâce à vous. Merci à tous. Je crois qu'on a vécu là un moment historique, mon cher Arié, à vous, Pierre, à Jean-David et à tous les autres. Je crois que cette confiance que vous avez réussi à établir entre tous a permis vraiment à chacun de s'exprimer comme on ne les avait jamais entendus. Donc, mille merci à vous tous pour ce rendez-vous exceptionnel
Et je vous attends la semaine prochaine, le 14, à la même heure, pour aller encore plus loin dans ce type de réflexion. Et vous êtes ici chez vous, vous le savez, notre collège est votre maison. Et on espère vous accueillir en live très vite et très bientôt.